Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le 1484e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude, on jette un coup d'œil au programme de la journée du côté du Qatar. Grand début de la dernière journée de phase de groupe. On termine donc aujourd'hui le groupe A et le groupe B, donc deux affiches à 16h, les Pays-Bas face au Qatar, l'Équateur face au Sénégal. On rappelle que c'est une finale entre l'Équateur et le Sénégal. Et puis à 20h, l'Angleterre va affronter son voisin gallois. Et puis autre finale entre l'Iran et les États-Unis. On va d'ailleurs démarrer du côté de la sélection sénégalaise avec quelques déclarations du sélectionneur Aliou Cissé qui était en conférence de presse hier. Il nous dit, Aliou Cissé, l'objectif c'est de faire comme le Maroc, que nous félicitons. C'est une très belle victoire contre la Belgique. Cela peut être une source d'inspiration pour nous dans la mesure où il nous faudra impérativement gagner. Je félicite le Maroc, son entraîneur et ses joueurs. Nous, de notre côté, on gère bien la pression. Nous allons vers un match très difficile contre une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Demain, ce sera un match parmi tant d'autres en termes de pression et d'adrénaline, mais le football de haut niveau, c'est ça, c'est ce qui nous amène ici. Nous avons su constituer une équipe homogène qui allie expérience et jeunesse. Mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Demain, je sais que cette fibre et cet ADN compétitif, ils l'auront. C'est dans la concentration que réside la solution. Il nous faudra être attentifs. Contre la Colombie en 2018, on avait maîtrisé notre sujet jusqu'à ce que l'on prenne ce corner sur un micro-détail. Le haut niveau ne pardonne pas le manque de concentration. Voilà les mots du sélectionneur Aliou Cissé. Il y a beaucoup de choses très positives dans cette sélection sénégalaise, mais on a vu aussi une sélection équatorienne très solide depuis le début de la compétition. Ça nous promet un gros match à 16h, comme le dit Aliou Cissé. La concentration dans ce genre de grand match est très très importante. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement des différents groupes après donc la fin de la deuxième journée de phase de groupe. Vous faites un petit arrêt sur image. Vous pouvez regarder notamment le groupe A et le groupe B qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. On l'a dit, l'Équateur qui affronte le Sénégal. La seule option pour se qualifier pour les Sénégalais, c'est tout simplement la victoire. Il faut gagner pour le Sénégal pour aller chercher une place qualificative en 8e. Et du côté du groupe B, eh bien, à l'heure actuelle, les États-Unis, eux aussi, doivent absolument gagner pour passer devant l'Iran. On regarde quelques stats après donc cette deuxième journée de phase de groupe de ce mondial. À l'heure actuelle, 3 sélections sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. L'équipe de France, le Brésil et le Portugal. On parlera un petit peu du Brésil et du Portugal dans quelques instants. Ce sont d'ailleurs aussi les 3 seules équipes à avoir remporté leurs 2 rencontres dans cette édition du mondial. Une petite information aussi, puisque l'on a tout de même aussi 2 sélections qui sont déjà éliminées, le Qatar et le Canada. Le destin des 27 autres nations se jouera donc lors de l'ultime journée qui démarre cet après-midi. Une petite stat aussi en ce qui concerne l'aspect défensif. 3 sélections sont encore à l'heure actuelle sans aucun but encaissé. La Pologne, le Brésil et les Lions de l'Atlas marocains. A contrario, on a aussi 3 sélections qui n'ont toujours pas marqué après 2 matchs dans ce mondial. On a 2 sélections sud-américaines, le Mexique et l'Uruguay, et les Aigles de Carthage tunisiens qui affronteront donc l'équipe de France demain. On revient les amis sur ce qui s'est passé tout au long de cette journée de lundi. Le match spectaculaire entre le Cameroun et la Serbie, 3 partout. Castelletto qui ouvre le score pour les Camerounais. Et puis en toute fin de première mi-temps, Pavlovic de la tête et Milinkovic-Savic sur une frappe à l'entrée de la surface avant l'égaliser. Enfin le deuxième but, le troisième but de Mitrovic en tout début de seconde mi-temps. Le deuxième but côté camerounais, la pichenette de Aboubakar qui est magnifique. Et puis l'égalisation de Choupo-Moting sur un service de Aboubakar. Regardez ce Vincent Aboubakar qui a donc obtenu évidemment le trophée d'homme du match, notamment avec ce but somptueux d'Aboubacar. Alors tout le monde pensait Vincent Aboubakar hors jeu sur cette situation. Il ne l'était pas, donc au final il a marqué. Voilà, sur cette situation, une pichenette sur le géant gardien Milinkovic de la Serbie qui fait tout de même 2 mètres. Aboubakar
lui a fait une pichenette. Une petite information du côté du Cameroun, André Onana n'était pas présent hier sur la pelouse, il a été exclu du groupe camerounais après une discussion avec le sélectionneur Rigobert Song. Ce dernier lui a demandé d'adopter un style plus traditionnel. André Onana ayant refusé, eh bien, il a été exclu de la sélection. Communiqué notamment de la sélection camerounaise de football qui soutient son entraîneur et qui a donc invoqué tout simplement des problèmes disciplinaires pour écarter André Onana. En ce qui concerne le résultat, on a vu deux défenses très fébriles tout au long de cette rencontre entre Camerounais et Serbes. Et le résultat, c'est quelque chose qui n'avantage ni le Cameroun, ni la Serbie avant la dernière journée. On continue avec l'autre match du groupe. Le Brésil s'impose 1-0 face à la Suisse grâce à Casemiro en fin de rencontre. 83e reprise de volée fouetté du pied gauche de Casemiro au terme d'un match où les Brésiliens ont été dominateurs, mais on a tout de même vu et ressenti l'absence de Neymar, où on n'a pas vu vraiment un Brésil flamboyant. Mais franchement, est-ce que l'on voit vraiment depuis le début du mondial des équipes qui surdominent leur débat? Voilà, je pense qu'on ne voit pas beaucoup d'équipes quand même qui surdominent les débats, et c'est pareil pour le Brésil qui collectivement est très très costaud. Après, oui, on sait qu'il y a beaucoup de qualité du côté du Brésil. On aimerait tous voir des petits ponts, des sambas brésiliennes. C'est pas comme ça que ça se passe en Coupe du Monde, c'est très très rare. Donc c'est une victoire très solide des Brésiliens, 1-0 avec une équipe suisse qui a eu beaucoup de difficultés à inquiéter cette sélection brésilienne, qui est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Casemiro, unique buteur de la rencontre, qui encore une fois a été omniprésent dans la tâche défensive, a été évidemment récompensé du trophée d'homme du match. Regardez ces statistiques aussi sur l'aspect défensif. Alors ça concerne le Brésil, ça concerne aussi l'adversaire du Sénégal cet après-midi, l'Équateur. Après 2 matchs de phase de groupe, voilà le total de tirs cadrés subis pour le Brésil, pour l'Équateur, la France et l'Argentine. Le Brésil n'a subi aucun tir cadré après 2 journées, donc voilà, ils n'ont jamais été mis en danger après 2 matchs. L'Équateur, c'est seulement un tir cadré qui a été subi. La France et l'Argentine en sont à 3, donc c'est une grosse mission cet après-midi pour les Sénégalais que d'embêter cette défense équatorienne. On continue les amis avec une déclaration de Thiago Silva, très solide dans l'arrière-garde brésilienne. Il nous dit la première partie c'est fait, on est qualifié, on est content de notre performance aujourd'hui. Même si on a eu beaucoup de difficultés, c'était un match serré, costaud, mais c'est la Coupe du Monde. Ce résultat te donne plus de confiance, le plus important c'est la performance, le résultat. On a un collectif qui est très fort, Neymar va manquer à toute équipe, c'est un joueur indispensable pour toutes les équipes où il joue. On a senti son manque aujourd'hui, mais l'équipe est prête à avoir des résultats et donnera la possibilité à Neymar de revenir. Alors on ne sait toujours pas si Neymar sera disponible pour le 8e de finale, mais il est évident que ce serait un atout pour la sélection brésilienne qui réussit à s'imposer, mais c'est normal, si Neymar était sur le terrain, ça serait évidemment un petit peu plus simple. Ensuite, une petite stat sur la sélection brésilienne avec Neymar et sans Neymar. Depuis l'élimination en 2018 face à la Belgique lors du mondial, le pourcentage de victoire du Brésil, toute compétition confondue sans Neymar, c'est 63%. Avec Neymar, c'est 81%. C'est une stat à mettre en perspective par rapport à ce que l'on vient de dire. Évidemment qu'avec Neymar sur le terrain, c'est plus simple. Regardez une petite photo aussi assez sympa. On avait du beau monde hier du côté du stade. Pas mal de légendes sur cette photo. On a du Georges Weah, du Ronaldo, du Kaka, on a du Cafu, du Roberto Carlos, on a du Arsène Wenger aussi en haut à droite. Bref, c'était un match qui a évidemment permis à pas mal d'anciennes gloires de venir un petit peu regarder le niveau de la sélection brésilienne, qui est donc en tête du groupe avec 6 points. La Suisse est deuxième avec 3 points. Le Cameroun et la Serbie sont pour le moment 3e et 4e. Il va falloir évidemment s'imposer pour le Cameroun et pour la Serbie lors de la dernière journée pour espérer une qualification. Ensuite, on enchaîne avec le groupe du Portugal. Premièrement, on démarre avec ce match entre la Corée du Sud et le Ghana. Victoire pour les Ghanéens, 3-2 grâce notamment à Mohamed Salissou et un doublé de Kudus.
Du côté de la Corée du Sud, on est revenu en seconde mi-temps grâce à Gwaesung Cho qui a marqué 2 fois parce que le Ghana menait 2-0 à la mi-temps sur les 2 seuls tirs cadrés des Ghanéens en première mi-temps, alors que les Sud-Coréens avaient mis une très grosse pression à l'entame de cette rencontre. Mohamed Kudus doublé, lui qui est déjà très en forme avec l'Ajax Amsterdam évidemment. Homme du match, Mohamed Kudus, le Ghana peut encore croire en une qualification et jouera une finale à la fin de semaine, ça sera vendredi. On continue avec l'autre match du groupe, c'était cette rencontre entre le Portugal et l'Uruguay. Victoire pour le Portugal 2-0 grâce à un doublé de Bruno Fernandes en seconde mi-temps. Quelle prestation décevante de la sélection uruguayenne. 0-0 lors de la première journée, on pouvait s'attendre à ce que les Uruguayens soient un petit peu moins frileux dans le jeu. Pas du tout, toujours une équipe autant défensive, même si évidemment après que Bruno Fernandes ait ouvert le score, ils ont un petit peu réagi, ils ont eu quelques situations chaudes, le poteau, la grosse occasion pour Luis Suarez, mais c'est tellement décevant pour l'Uruguay. Déjà lors du premier match, ils avaient été très moyens offensivement, hier c'est pareil parce que cette équipe elle a quand même beaucoup de qualité, mais elle n'est pas créative, elle n'a pas envie d'aller faire mal à l'adversaire, elle a surtout envie de défendre pour ne pas encaisser de but et pourquoi pas sur une situation exploiter un contre. Mais voilà, ça ne marche pas face à une belle sélection portugaise qui a dominé cette rencontre et qui mérite son succès. Une petite information, on l'a dit, le Portugal est qualifié pour les huitièmes après donc 2 victoires dans leur groupe. Les Portugais termineront peut-être premier du groupe ce vendredi avec le dernier match face à la Corée du Sud. Le premier but à l'ouverture du score sur le centre de Bruno Fernandes est finalement accordé à Bruno Fernandes. Alors vous regardez cette image, c'est difficile de voir si Cristiano la touche ou pas. La FIFA a certainement de très bons angles de vue. Le but est accordé à Bruno Fernandes, donc c'est un centre rentrant qui a trompé le gardien uruguayen. Bruno Fernandes contre le Ghana, c'est 2 passes décisives. Bruno Fernandes contre l'Uruguay, c'est 2 buts. Il réalise une excellente Coupe du Monde. Bruno Fernandes a inscrit aussi 6 buts avec le Portugal depuis le début d'année 2022. C'est au moins 2 fois plus que tout autre de ses coéquipiers sur la même période. Regardez la joie de Cristiano Ronaldo qui était sorti lors du deuxième but portugais inscrit en toute fin de rencontre sur penalty par Bruno Fernandes. Il était très heureux CR7 de ce deuxième but qui assurait donc et validait la victoire des hommes de Fernando Santos. Malheureusement pour le Portugal, juste avant la mi-temps, Nuno Mendes a été contraint de quitter ses coéquipiers. Nuno Mendes visiblement est touché musculairement. Fernando Santos à l'issue de la rencontre nous dit qu'il va passer des examens. Il a dit qu'il ressentait une sorte de contracture. C'est possible que ce ne soit pas si grave, on va attendre 24 heures et on effectuera un examen pour voir comment il va. Alors il faut savoir que depuis quelques jours, Nuno Mendes avait tout de même des problèmes et que au final il a joué ce match. C'était la décision de Fernando Santos, alors que depuis quelques jours il avait quand même quelques soucis visiblement. On jette un coup d'œil au classement, les amis. Le Portugal en tête avec 6 points, le Ghana deuxième 3 points, la Corée et l'Uruguay sont 3e et 4e avec un petit point. Donc au final, vous pouvez le constater aussi par le biais du classement, on aura comme en 2010 une finale lors de la 3e journée entre l'Uruguay et le Ghana. Ça vous rappelle quelque chose, les amis. 2010, la main notamment de Luis Suarez qui évite un but à l'Uruguay, et puis la victoire des Uruguayens un petit peu plus tard dans la rencontre. Ça avait été complètement dingue ce scénario, c'était lors de la Coupe du Monde 2010. La revanche peut-être pour les Ghanéens vendredi face à l'Uruguay. On continue les amis avec des informations qui concernent l'équipe de France. Premièrement, pour le match demain face à la Tunisie, Marcus Thuram pourrait être aligné en tant que numéro 9. Olivier Giroud pourrait débuter sur le banc de touche. Ensuite, vous avez certainement vu toutes ces informations passer. Karim Benzema, selon le quotidien, selon plusieurs médias espagnols, qui se remet beaucoup plus vite que prévu de sa blessure. L'attaquant du Real et de l'équipe de France pourrait revenir, disputer le mondial avec les Bleus, théoriquement oui, mais une telle décision reviendrait évidemment à Didier Deschamps. Ça, ce sont des informations qui ont été reprises par RMC, des informations qui arrivaient d'Espagne. C'est arrivé en tout début d'après-midi, cette information. Un petit peu plus tard dans la soirée, RMC a cette fois-ci donné des informations qui sont tout autres. Selon les informations d'RMC, Karim Benzema n'est pas apte pour le moment à rejouer et est donc potentiellement
incapable de rejoindre l'équipe de France à l'heure actuelle. La chance de le revoir au mondial est infime, presque nulle, à moins de 3 semaines de la grande finale. Donc voilà, comme d'habitude, la presse espagnole s'est enflammée. RMC nous annonce que c'est quasiment impossible. On enchaîne, les amis, avec une information cette fois-ci qui concerne l'Allemagne, qui va jouer aussi une finale. L'Allemagne qui sera opposée au Costa Rica lors de la dernière journée, qui est dans l'obligation de s'imposer, mais qui n'est pas maître de son destin, puisque les Japonais pourraient éliminer l'Allemagne. Il faut savoir qu'Antonio Rüdiger a demandé à son coéquipier Dani Carvajal de gagner contre le Japon. Et puis certains joueurs allemands ont demandé aux Espagnols d'être sans pitié contre les Japonais. On verra tout ça, parce que ça peut être vraiment un match compliqué pour l'Espagne, qui a déjà fait un grand pas vers la qualif face à des Japonais qui seront morts de faim. Donc il est évident que pour l'Allemagne, la qualification est très loin d'être assurée. On va terminer, les amis, avec des informations qui concernent cette fois-ci les clubs. Premièrement, une déclaration de Joan Laporta, le président du Barça, qui nous dit: nous avons signé des joueurs cet été. Dans le principe, nous n'avons rien à faire cet hiver. Alors c'était pas du tout les mots de Xavi il y a quelques semaines, qui voulait des recrues. Visiblement, voilà, on se contentera peut-être de ce que l'on a du côté du Barça. Autre information, Fabrizio Romano annonce que Chelsea est très proche d'un accord avec Christopher Nkunku. La visite médicale a déjà été effectuée au mois de septembre. Le RB Leipzig devrait récupérer plus de 60 millions d'euros dans l'opération. Donc Nkunku devrait arriver du côté de la Première Ligue. Et on termine en Italie avec une grosse information du côté de la Juventus. Tremblement de terre du côté de Turin, selon la presse italienne. Le président Andrea Agnelli et l'ensemble du conseil d'administration ont démissionné ce lundi lors d'une réunion extraordinaire. Donc de gros changements visiblement à prévoir du côté de la direction turinoise. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.